Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo critique de film, et aujourd'hui vous avez bien compris, vous l'avez lu dans le titre, on va faire une critique de Joker, mais vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, j'ai déjà sorti une critique de Joker, un petit peu mieux travaillée, un peu mieux écrit, avec du montage, c'était vraiment pas mal. Je vous l'ai sorti il y a encore quelques jours, allez la checker, elle est juste là ou juste là, et vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une critique 100% spoil, à la différence de l'autre jour où j'ai fait une critique 100% no spoil. J'ai absolument tout spoilé, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à aller au cinéma pour le voir. Qu'est-ce que vous attendez? Allez voir ce film est une tuerie. Je vais vous raconter l'histoire point par point, et ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas forcément aimé. C'est réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Zazie Beetz et également Robert De Niro. C'est l'histoire de Arthur Fleck. Arthur Fleck, qui c'est un homme d'une quarantaine d'années qui vit avec sa mère, qui a des problèmes, on va dire, mentaux d'une certaine façon, un petit peu à la Gilles de la Tourette, sauf qu'au lieu de sortir des insultes, au lieu de sortir des mots comme ça sans pouvoir s'en empêcher, il va rigoler sans pouvoir s'en empêcher dans des situations, on va dire, un petit peu cocasses des fois. Ça veut dire que des moments où il faut absolument pas rire, il va rigoler, et des moments où il faut rigoler, il va rigoler, mais avec un rire très personnel, très dérangeant, et donc il passe un petit peu pour un fou, un petit peu pour un paria, un peu pour un déglingo, parce qu'au final les gens pensent qu'il rigole vraiment comme ça, alors qu'en fait il peut juste pas se contrôler. Donc son but à lui, c'est de devenir acteur, de devenir comédien, et pour être précis plutôt comique. Il a envie d'être un peu le Jerry Seinfeld de nos jours, et au final il va faire clown pour gagner de l'argent. Et un jour, en étant clown, il est avec sa petite pancarte, c'est au début du film, hein, et il y a une bande de 3 jeunes qui vont arriver, qui vont lui prendre sa pancarte pour se foutre de sa gueule. Il va les rattraper et il va se faire tabasser. Pour résumer un peu le personnage, c'est un homme qui a pas forcément confiance en lui, c'est un homme qui est handicapé, donc forcément il est assez frêle, il est très maigre, donc il se défend pas forcément. Et donc au final, il y a un de ses potes qui va lui donner une arme, et il va lui dire voilà, je te donne une arme. Il arrive le lendemain, il va faire son truc de clown, et il va être dans un hôpital, et au final son arme qui était avec lui, donc son arme pour se défendre au cas où, tombe devant les enfants, ça passe mal, son patron le vire. Le soir, il rentre dans le subway, et là, il y a une bande de 3 jeunes qui font chez une fille, qui viennent l'interpeller, qui se foutent de sa gueule, et comme il est stressé, il rigole, et plus il rigole, il est stressé, et plus il rigole encore, et il rigole vraiment très fort, les gens pensent qu'il se fout de sa gueule, et donc forcément, ça entraîne tout un truc, parce qu'il essaie de chercher sa carte, oui, parce qu'il a une carte qui donne, en fait, aux gens... pour dire bah voilà, je suis handicapé, et au final bah il la trouve pas, et donc bah il se fait tabasser, et quand il se fait tabasser, il y a un réflexe à un moment donné, il arrive à choper son arme et il tire sur un premier mec. Alors ce premier meurtre est assez intéressant, parce que le premier meurtre est clairement un réflexe défensif. Ça veut dire qu'il tire parce qu'il se sent en danger, parce que voilà, parce qu'il avait pas le choix. Par contre, ça ne s'arrête pas là, parce que les 2 autres vont partir de peur, et vont courir dans le train, et le train va finir par s'arrêter. Le deuxième qui courait dans le train, et Arthur va lui tirer dessus froidement, dans le dos également, une deuxième fois. Et le troisième qui courait, il va sortir du train, Arthur va le suivre, et va lui tirer 1 ou 2 balles dans le dos, plutôt 2, une balle dans le dos et une balle dans la tête. Et ce meurtre est vraiment intéressant, parce que le premier, comme j'ai dit, c'est un meurtre défensif. Le deuxième, c'est un meurtre, on va dire, de revanche. Et le troisième, c'est vraiment un meurtre prémédité, c'est vraiment un meurtre contrôlé. Et au final, lui, il a pas du tout de remords, il s'en fiche totalement, il est content, ça lui a fait plaisir, parce qu'il y a un mouvement tout autour, parce qu'on sait que c'est un clown qui les a tués, on sait pas exactement qui, et donc forcément il y a tout un mouvement autour de manifestations, de genre de trucs, et donc il se sent un peu puissant, même si personne sait que c'est lui, il se sent, voilà, important. Et donc il va rentrer chez lui, il va tomber sur une lettre que sa mère lui demande d'envoyer, et en fait on apprend que Thomas Wayne c'est son père, ce qui veut dire qu'au final Bruce Wayne serait le frère de Joker, et là, révélation, là on se dit oh putain, non, ils ont pas fait ça. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que Bruce Wayne et Arthur Fleck sont frères? Attends, ça veut dire que Batman et Joker sont frères? Mais non, ils ont pas fait ça, mais non, ça va gueuler. Donc il va aller voir Thomas Wayne va lui expliquer que non, il va lui expliquer que sa mère est folle, que totalement, et donc il y croit pas, il veut pas y croire, et donc il va aller regarder des trucs dans un hôpital psy pour vérifier, et il s'avère que sa mère a bien été internée, que elle a bien séjourné à Arkham, que effectivement elle est folle, qu'elle est schizophrène, que ce genre de truc, et donc forcément dans sa tête ça va commencer à partir un petit peu en couille, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait c'est une menteuse sa mère, que apparemment elle l'a frappé quand il était jeune, que
qu'elle lui a fait du mal, que c'était une mauvaise mère, mais pour lui, ça a toujours été une bonne mère, parce qu'il n'en a pas de souvenir. Et à ce moment-là du film, je me suis dit, mais alors, en fait, peut-être que oui, effectivement, le Joker, Arthur Fleck, est effectivement peut-être le frère, ou peut-être pas, en fait. Ce qui était en plus d'autant plus intéressant, c'est que le film se met du côté d'Arthur, du côté du Joker, et non du côté de Bruce Wayne. Ce qui veut dire que du côté de Bruce Wayne, Thomas Wayne, son père, c'était un héros, c'était quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de regretté, tout le monde lui dit, tout le monde le voit, et c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est présenté comme ça dans les films Batman. Et dans le film Joker, on nous montre clairement que Thomas Wayne, en fait, c'était un con, qu'il pensait qu'à sa gueule, qu'il pensait qu'au pouvoir, qu'il voulait être maire, qu'il pensait qu'à marcher sur les gens. Enfin, c'est à peu près comme ça qu'on nous le montre. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a vraiment une dualité entre les deux films, entre Batman et Joker, et je m'emballe peut-être un peu plus, et je trouvais ça plutôt cool. Alors Arthur, il va rencontrer une fille, il va faire du stand-up, il va faire rire les gens, même si au début c'est un peu compliqué, et en fait, un jour, il tue sa mère, parce qu'il en a marre, parce qu'il en peut plus, parce qu'il est saoulé par elle, parce qu'elle lui a menti toute sa vie, et il va la tuer avec un coussin. Scène un petit peu, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que ça peut être un peu choquant. Et on le voit avec sa copine juste 2 minutes avant, donc ça vient incarné par Zazie Beetz. Et au final, à ce moment-là du film, il y a un espèce de twist bizarre. Il arrive dans l'appart de sa voisine, il dit ok d'accord, est-ce qu'il va la violer, ils sont ensemble, mais est-ce qu'il va y avoir un truc, une engueulade et tout. Et là, on la voit sortir de la porte, et là elle dit qui êtes-vous monsieur? Et en fait on comprend que depuis le début, il s'est inventé tout ça dans sa tête, que le gars est schizophrène également comme sa mère. Forcément, lui, il se rend compte qu'il est devenu un peu fou, et donc va l'attendre. Ce moment est très 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 violent parce que on ne voit absolument rien, mais ce qui est violent en fait c'est de savoir que un mec, ou qu'il y ait vraiment des gens comme ça qui peuvent s'imaginer des trucs dans leur tête, et qu'au final on peut rien faire, que le mec peut rien faire parce qu'il y croit, et que tu deviens totalement fou d'une certaine façon. Ça m'a rappelé un petit peu, alors c'est produit par Martin Scorsese a pas mis ses doigts sur le projet, mais on sent vraiment que Todd Phillips a voulu un petit peu d'une certaine façon faire passer un message, et ça me fait penser un peu à Shutter Island, parce que j'ai vu Shutter Island il y a quelques jours, et ça me fait penser à Shutter Island, la façon dont s'est construit ce moment, ce twist sur la schizophrénie, ce genre de truc, et ça rappelle un petit peu Shutter Island. Donc si vous n'avez pas vu Shutter Island, allez le voir, parce que au final, c'est assez similaire, je trouve ce film assez similaire de Shutter Island. Donc forcément, on a une scène après où on va voir Arthur qui est dans sa chambre, dans sa maison, dans son salon, tout seul, et on va voir des lumières, des gyrophares au loin, sans rien, sans bruit, sans rien du tout, et on se dit bon, on peut laisser penser que peut-être ça n'a rien à voir, ou on peut se dire bon, écoute, il a tué sa voisine, quoi. Donc le film continue, on arrive à une scène qui est pour moi une des meilleures scènes après la scène des marches, qui est la scène un petit peu à la Orange Mécanique. Je sais pas si vous avez vu Orange Mécanique. Dans Orange Mécanique, il y a une scène où on va avoir les 4 méchants, on va dire, qui arrivent dans une maison et qui découpent au niveau des tétons de la dame, et qui violentent le mec et tout. Et c'est limite, on va dire, un peu cocasse, un peu drôle, on va dire, mais en même temps très violent. On ressent vraiment la violence du moment. Et c'est horrible. Et il y a à peu près cette même scène, on sent vraiment l'inspiration Orange Mécanique, vraiment Stanley Kubrick à ce moment-là dans le film. C'est au moment où il y a son pote qui lui a donné son arme, donc qui vient et qui lui dit j'espère que tu m'as pas balancé. Enfin, de base il vient pour prendre des nouvelles, mais en fait on se rend compte qu'il vient parce qu'il veut s'assurer que Arthur l'a pas balancé. Et donc Arthur lui va passer d'un côté très gentil, il lui plante un ciseau dans le cou, et d'un coup il prend sa tête et il explose violemment plusieurs fois contre le mur. Et c'est une scène assez puissante, c'est une scène assez marquante. Il va passer du calme à l'énervement total, à la rage entière, ça se voit dans ses yeux. Il va poser son corps va tomber par terre, lui il va être par terre, et donc il y a son pote nain qui est à côté, et il va lui dire c'est bon, tu peux y aller, alors qu'il est plein de sang. En rigolant il fait t'as toujours été cool avec moi, tu peux y aller, vas-y. Et il y a son pote qui va y aller, son pote nain, donc qui va avancer, totalement terrifié, et il va essayer d'attraper la porte, et il n'arrivera pas à ouvrir la poignée. Et ce moment est assez marrant en fait, et la salle a rigolé, alors que avant tout le monde a été choqué par ce qu'a fait Arthur. Et il y a vraiment ce côté vraiment où le réalisateur arrive à nous créer une ambiance où on est limite content quand il tue quelqu'un, parce qu'on est content, parce qu'on a de l'empathie pour lui, parce que pendant tout le film on se dit mais putain, mais ce mec, mais il en prend vraiment plein la gueule, il a que des galères, et on est content qu'il les ait niqués.
et on se rend compte, on se dit, mais en fait, attends, en fait c'est Joker le gars maintenant. Maintenant ça y est, il s'en fout. Il s'en fout, il est devenu fou, il est devenu dingue dans sa tête, et ce qui mène à cette fameuse scène qu'on a tous vue dans la bande-annonce, que tout le monde a applaudi, c'est la scène des marches. Il va descendre les marches, et il va commencer à danser, il va être heureux, et il va être en costume de Joker, avec le costume, avec le maquillage, avec la perruque. Pendant tout le film, en fait, on va le voir monter ses escaliers dans la nuit. Ça veut dire qu'il va être saoulé, il va être blasé, il va être recroquevillé sur lui-même, il va être mal dans sa peau, et il va monter ses escaliers pour arriver dans sa galère, pour arriver dans sa pauvreté. Bah, ça me rappelle un petit peu un parallèle à Parasite. Dans Parasite, par exemple, ils vont descendre les marches pour arriver dans la pauvreté. Et là, dans ce film, c'est situation inverse, en fait. Le haut des marches, c'est la pauvreté, c'est la vie merdique d'Arthur, c'est ce qui le redoute le plus, c'est son quotidien, c'est son appart décrépit, c'est la saleté, c'est sa vie de merde, sa maladie, ces trucs-là. Et quand il descend, c'est le monde un peu plus ouvert, c'est le côté riche, c'est le Gotham City qu'on aime. Et il y a aussi le deuxième truc où, quand on monte des marches, par exemple, ça veut dire qu'on gravit des échelons, on monte un podium, on réussit quelque chose, on change, on évolue. Voilà. En bien, en général. Et là, dans ce film, en fait, c'est pris à l'envers. Ça veut dire que pour Joker, pour Arthur, pour Joker à ce moment-là, parce qu'il devient vraiment le Joker à ce moment-là, quand il descend les marches, lui évolue, gravit les échelons, devient vraiment qui il a envie d'être. Et cette petite danse qu'il fait, c'est parce que il est heureux, parce qu'il devient vraiment l'acteur qu'il voulait être, le comédien qu'il voulait être, le stand-upper, le showman, parce que c'est un showman à ce moment-là du film, parce que c'est un mec qui a envie d'être comme ça. Et donc c'est puissant, cette scène est puissante, cette scène est l'une des scènes les plus importantes du film, parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, maintenant Arthur n'est plus Joker, bienvenue. Donc on avance un petit peu dans l'histoire, juste après avoir descendu ses marches, il va rejoindre le plateau télé, enfin le espèce de Jimmy Kimmel Live, l'espèce de Jimmy Fallon Live. C'est quelque chose de toujours très actuel, parce que c'est toujours quelque chose qui existe, ça existait dans les années 80, ça existait dans les années 90, ça existe dans 2000, 2010, 2020 maintenant, c'est quelque chose qui a toujours existé, et c'est quelque chose qui existe même en France. C'est ce genre de plateau où on va se foutre de la gueule de quelqu'un, où on va essayer de le faire passer pour un con, et ça me fait penser un petit peu à cette histoire qui s'est passée avec donc cet acteur Joaquin Phoenix, quand il a été invité au Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel aux États-Unis, et qu'on lui a montré un extrait de lui en train de s'énerver sur un plateau de tournage. Et on essaye de le faire passer pour un con, on essaye de se foutre de sa gueule d'une certaine façon, on essaye qu'il se sente mal, et en fait c'est marrant parce que dans le film, à un moment donné, il fait la même chose, et on se dit mais attends, mais en fait ce film est totalement justifié, c'est du génie d'avoir écrit ça, parce que même maintenant, alors qu'on en parle dans le film, il y a cette scène où ils font exactement la même chose. Et on se sent mal pour le personnage du Joker, comme on se sent mal pour le personnage de Joaquin Phoenix dans la vraie vie. Et donc il va y avoir forcément cette scène où au début du truc il va arriver, il va faire le show, il va faire le showman, il va se présenter, il va embrasser la fille, il va serrer la main comme ça au personnage, au journaliste joué par Robert De Niro, et c'est une scène qu'il a déjà en fait répétée dans son appartement, et cette scène est vraiment bien foutue, vraiment bien tournée, vraiment très intelligente, parce qu'au final, qui n'a jamais fait ça? Moi personnellement, je me suis déjà imaginé qu'il y avait par exemple 20 personnes autour de moi, que je faisais mon speech, que je récitais, donc il va se remettre en boucle, qu'il faut faire, quoi dire, comment apparaître, genre de trucs, de ça, et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui ait déjà été pensé, quelque chose qui ait déjà été filmé, peut-être quelque chose où vous me direz peut-être d'inutile, mais ça fait vraiment tout le charme du personnage, ça fait vraiment qu'il essaye, qu'il est stressé, qu'il est impatient, il se rend compte qu'en fait il passe pour un con, et quand il passe pour un con, il a un bon réflexe, et qu'il commence à l'embrouiller, il commence à lui parler, et il va finir par lui tirer une balle dans la tête. Cette scène est choquante, mais en même temps, tu kiffes, tu es content pour lui, parce que c'est très bizarre comme film, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu es content pour le personnage quand il tue quelqu'un, même si c'est profondément choquant, et c'est profondément violent, parce que ce film, je l'ai déjà dit dans ma critique, ce film est violent, ce film n'est pas pour les enfants, et ce n'est pas un Rambo, c'est une violence, c'est pas palpable comme violence, c'est vraiment dans le ton du film où c'est violent. Et donc il va y avoir cette scène dans la voiture de police, ouais, ce moment, cette espèce de petit parallèle avec The Dark Knight, plutôt pas mal, sachant que Joaquin Phoenix, quand on y pense, c'est un acteur qui a accepté le rôle parce qu'il voulait rendre hommage à son ami disparu, qui était Heath Ledger, qui avait joué donc Joker dans The Dark Knight, et donc c'est une des principales raisons pour laquelle il avait accepté
accepter le rôle, pour vraiment proposer quelque chose de différent et d'une certaine façon lui rendre hommage. À un moment donné du film, on est vers la fin, on va voir Arthur qui va courir au loin dans un couloir blanc. On peut se poser 2 ou 3 questions à ce moment-là, on peut se dire mais en fait est-ce qu'il est en train de nous raconter ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il le planifie ce qui va se passer? Ou est-ce qu'au final c'est un délire de schizophrène encore dans sa tête et le Joker n'a pas vraiment déjà existé, il est toujours à Arkham et au final le Joker tel qu'on le connaît n'existe pas en fait, et que c'est juste un délire d'un mec dans sa tête qui est fou en fait. Ça me rappelle un peu la fin d'Inception où tu sais pas forcément ce qui se passe. Cette fin de film va vraiment engendrer pas mal de fan théories, genre de trucs. J'aimerais parler des Oscars parce qu'on approche mine de rien des Oscars, c'est en février. Je pense très clairement que Joker, à part s'il sort un meilleur film pour l'instant sur l'année, mais je crois pas, sera le favori avec Parasite. Meilleur réalisateur, je pense que Todd Phillips a les moyens d'être meilleur réalisateur et Joaquin Phoenix a les moyens d'être meilleur acteur. Et ça me fait plaisir pour Todd Phillips parce que Todd Phillips c'est un mec qui a fait Very Bad Trip, qui a fait Date Limit, qui s'est fait un peu cracher dessus parce que les gens disaient ouais c'est qu'un producteur de Projet X, c'est qu'un mec qui sait faire des films comme ça, il a pas vraiment de qualité dans son jeu, il filme ce qu'il faut filmer, voilà blablabla, pas ouf. Et donc ça me fait plaisir parce que ça montre qu'un réalisateur, quand on lui donne les moyens, quand on lui donne un bon script, peut te faire quelque chose vraiment très qualitatif, parce que Joker honnêtement, si vous avez vu ce film, si vous pensez la même chose que moi, c'est le meilleur film de l'année. Il y a encore des détracteurs et je comprends vraiment en fait qu'on puisse ne pas aimer Joker. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse aimer également, parce que moi j'ai vraiment kiffé. On verra, mais j'avais peur que l'Oscar du meilleur acteur soit décerné cette année à Robert Downey Jr. et non à Joaquin Phoenix, Robert Downey Jr. pour son Avengers Endgame, Infinity War, mais surtout un espèce d'Oscar pour le remercier pour vraiment tout son jeu dans ces 10 dernières années dans le Marvel Cinematic Universe. Et il y a très peu de temps, il y a encore quelques jours, il y a Robert Downey Jr. qui a expliqué dans une interview qu'il ne voulait pas être considéré comme meilleur acteur. Je pense que lui-même, s'il devait gagner un Oscar, parce que je crois qu'il a jamais gagné d'Oscar, ou peut-être que je me trompe. Ok Google, est-ce que Robert Downey Jr. a gagné un Oscar? Robert Downey Jr. Oscar du cinéma trophée. Ok, ça répond pas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, je sais pas. Et donc, je sais pas s'il a déjà gagné un Oscar, mais je pense qu'il a pas envie de gagner un Oscar pour un rôle comme ça. Robert Downey Jr. de façon à confirmer qu'il n'en voudrait pas. Et voilà, donc c'est la fin de cette critique. C'était un peu long, hein. J'espère que vous avez apprécié. Le montage pour moi va être un petit peu compliqué. C'était le Mediavore. Si vous avez envie, donc comme j'ai dit, d'une vidéo un petit peu mieux faite, allez voir ma critique de Joker. Elle est juste ici ou juste ici. C'était le Mediavore. Abonnez-vous, partagez ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, ça me ferait très plaisir. Et c'était le Mediavore. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et ça sera cool. Ce sera cool, ouais, je pense que ce sera cool, ouais.